Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue ici sur le département des Deux-Sèvres. Une terre qui ne se régénère pas est une terre qui se meurt. Quand on parle de création, reprise, entreprise, il en est de même. Il est capital d'accompagner pour renouveler cette dynamique pérenne qui favorise le développement, qui favorise l'emploi, l'activité, l'innovation et l'attractivité. Le Crédit Mutuel Océan vous invite ce soir à parler justement de création reprise avec des témoignages d'acteurs partenaires de la création, dont Bérengère Blondet, directrice de la Banque de France, les présidents des chambres consulaires, chambres des métiers, chambres de l'artisanat et chambres de commerce, de jeunes entrepreneurs. Nous recevrons sur ce plateau en fin d'émission également Olivier Béguier, le dirigeant d'Erco, qui viendra nous parler de son histoire il y a 35 ans au lancement de son entreprise. Sébastien Baudelet, directeur général adjoint, directeur des réseaux, conclura ce temps de discussion. Avant cela, quelques mots sur le sens que le CMO souhaite donner justement à cette soirée en compagnie de Jacques Ruchot, président, secteur des Deux-Sèvres. Nous sommes une banque coopérative, une banque mutualiste. Jacques Ruchot, bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Alors quand on dit que le Crédit Mutuel Océan est un maillon de l'entrepreneuriat sur ces territoires, notamment sur le territoire de Sévrien, cela signifie quoi pour Jacques Ruchot ? Alors le Crédit Mutuel Océan a un ancrage local et souhaite conserver cette proximité. Elle nous permet une meilleure réactivité pour accompagner tous les porteurs de projets. Cela signifie également que nous sommes acteurs de la vie locale. La banque, les élus, les salariés sont aux côtés d'un nombre important d'associations. Sur le terrain, c'est la proximité. C'est d'être sur le terrain, la proximité, pour l'association sportive, économique, qui garde de l'attractivité à nos territoires et donc de l'économie à nos territoires. Et la question liée au sens de cette soirée, c'est quoi le sens ? Le sens qu'on a voulu apporter à cette soirée, c'est de faire comprendre que le Crédit Mutuel n'est pas le financier de l'instant. C'est le financier d'un projet et d'un homme. J'aime bien la formule. Et voilà. Et qu'on accompagne donc nous, un porteur de projet et son projet dans le temps, et surtout pas seul. Ce soir, nos partenaires présents dans la salle le prouvent, et je les en remercie. Et ce que nous souhaitons, c'est mettre en avant toutes les relations qu'il y a entre ces acteurs, et qui souvent permettent de faciliter la réussite du porteur de projet. Applaudir Jacques Ruchot, merci. Alors, on parle d'acteurs du territoire. J'en parlais tout à l'heure. Je vais accueillir Bérengère Blondet, la directrice de la Banque de France sur le département des Deux-Sèvres. Elle vient nous rejoindre sur ce plateau. Alors, on va garder l'ordre des questions. Attention. Quel regard vous êtes en poste depuis 3 années. Vous connaissez bien le territoire aujourd'hui. Quel regard vous portez justement sur l'économie de Sévrienne ? Alors, bonsoir Didier Fèvre, bonsoir à tous. Merci en tous les cas de m'avoir convié ce soir. Donc, le regard que l'on peut porter, que la Banque de France porte sur le territoire, c'est plutôt un territoire résilient. Oui. Quand on regarde d'un point de vue purement économique, conjoncturel, c'est un territoire qui résiste bien et un territoire qui est dynamique, effectivement. Donc si on parle un petit peu création d'entreprise et on va regarder un petit peu la slide, une terre de création d'entreprise, si on regarde une slide assez simple, quand on regarde un petit peu l'évolution du nombre d'entreprises sur notre territoire depuis 2018 et on part d'une base 100, on voit très clairement que le département des Deux-Sèvres n'a absolument pas à rougir et que la dynamique effectivement de création est bien présente. Et elle est présente, mais aussi de manière beaucoup plus qualitative, si je puis dire, parce que sur notre territoire, on a énormément effectivement de sièges, de holding et très peu d'établissements secondaires. Les centres de décision sont bien ancrés sur le territoire. Exactement. Si on se compare par exemple au niveau national, on voit effectivement qu'on a quand même la présence de nombreuses entreprises qui apportent en tous les cas, qui se développent sur notre territoire et qui apportent effectivement de la valeur à notre territoire. Et des centres de décision qui ont un impact direct sur l'effectif, sur l'emploi. Effectivement, également sur l'emploi. Alors on le voit sur l'emploi, là aussi, si on prend des
des graphiques relativement simples, on voit que la dynamique est bien là, où là on flirte en tous les cas en termes d'évolution bien plus avec le niveau national comparé effectivement au slide précédent concernant davantage le nombre d'entreprises. Si on regarde aussi cette dynamique entrepreneuriale, en fait, en regardant cela d'un peu plus près, si on compare un petit peu un ratio qui est celui du nombre d'entreprises créées ramené au nombre de défaillances sur une période donnée, on sait pour autant que sur ces derniers mois et notamment sur l'année 2023, le contexte. Exactement, le contexte étant un peu plus tendu, on a un nombre de défaillances d'entreprises qui a plutôt tendance à progresser, à se rapprocher du niveau de 2018. Donc, ce dénominateur croissant, pour autant, on a un ratio création-défaillance qui s'améliore. On est plus proche à aujourd'hui, sur les 7 premiers mois de l'année 2023, effectivement d'un ratio à peu près de l'ordre de 3,8 entreprises créées pour une défaillance. Alors même que ce ratio avant Covid était inférieur à 3 entreprises créées pour une défaillance. On était plus proche de 2,9. Voilà. Donc à ce stade, on est quand même effectivement alors en tous les cas, les Deux-Sèvres connaissent une dynamique entrepreneuriale assez importante et qui n'a rien à envier quasi au niveau régional. Taux de chômage? Taux de chômage, 5%. 5%. Et on voit qu'effectivement, ça sera peut-être notre enjeu à venir, en tous les cas, l'enjeu de l'attractivité aussi et l'enjeu des effectifs, puisque les difficultés de recrutement nous sont signalées chaque mois par les chefs d'entreprise que nous interrogeons dans le cadre de nos enquêtes de conjoncture et qui nous disent qu'effectivement, le département souffre globalement sur l'ensemble des filières, l'ensemble des grands secteurs, que ce soit l'industrie, les services marchands, que ce soit le bâtiment. Il y a des difficultés de recrutement qui restent encore prégnantes à ce jour. Alors, il y a l'enjeu du recrutement, il y a l'enjeu aussi de l'âge des capitaines. Exactement. Nous avons sur le territoire effectivement des dirigeants qui sont matures. C'est bien dit. C'est joli, hein. C'est joli. Des dirigeants matures, effectivement, avec une évolution sur les dernières années. Et puis surtout, on le voit, c'est plutôt la partie verte de ce graphique où, en fait, les dirigeants de moins de 40 ans sont peut-être un peu moins représentés sur notre territoire qu'au niveau national. Mais au-delà de cela, donc, derrière, on a vraiment un enjeu de transmission. Des entreprises, de reprise justement des entreprises du fait de cette évolution démographique. Et de maintien aussi des centres de décision à moyen terme dans ce schéma de transmission. Exactement. Donc on a ce vrai défi aussi qui s'ouvre en tous les cas pour le territoire. C'est un enjeu qui est important. Alors, vous êtes à la tête de la Banque de France, ici en Deux-Sèvres. Vous avez une vision de l'activité bancaire. Est-ce que les banques jouent bien le jeu sur ce département? Alors oui. Oui, merci, vous m'avez sauvé la vie. Oui, effectivement, et on va le voir. Et là, toute enseigne confondue, là aussi, on va vraiment regarder un petit peu les encours de crédit qui sont distribués aux entreprises. Pareil, on part d'une base 100, comme ça on compare tout le monde de la même manière. Et on voit qu'au niveau des Deux-Sèvres, donc c'est le trait bleu ciel, on est en progression en tous les cas de plus de 6% sur l'année, sur un an. Le trait rouge étant davantage la Nouvelle-Aquitaine et le trait bleu le national. En tous les cas, si on regarde même un peu plus dans le détail, c'est effectivement quel que soit le type de crédit, que ce soit du court terme, du moyen long terme, le constat est le même pour ces deux types d'encours, mais il l'est aussi par typologie d'entreprise. Parce qu'on sait qu'effectivement, que ce soit une TPE ou une grande entreprise, une PME, une holding, voilà, les encours sont distribués et la croissance est la même pour notre département, quelle que soit la typologie des entreprises. Alors, quand on a préparé justement ce rendez-vous, vous avez évoqué que la Banque de France était aussi un des maillons de la création d'entreprise, alors que on n'a pas l'image de cette institution, qui est plutôt une institution de supervision. Et pourtant, vous êtes au plus près de l'accompagnement des créateurs d'entreprises. Vous allez nous en parler. Alors effectivement, donc on sait combien
l'accompagnement, en tous les cas, notamment dans les 3 premières années pour une Très entreprise important. qui se crée, est important, mais elle l'est également tout au long de la vie de l'entreprise. Et donc, la Banque de France, effectivement, au-delà d'être l'institution de la République qui cote, au-delà d'être l'institution de la République qui fiche, et le gendarme, en tous les cas, des banques, on est aussi une institution de la République avec des missions de service public. Et c'est quelque chose qui est dans notre ADN et qui est le quotidien de l'ensemble de nos collaborateurs. Et donc, nous avons effectivement différents... au-delà de la cotation, donc il y a aussi, nous offrons des outils aux chefs d'entreprise, et notamment un diagnostic économique et financier qui permet à un chef d'entreprise de positionner son entreprise sur son secteur d'activité en choisissant sa zone géographique. Ce diagnostic, c'est Opal. Prise de hauteur. Une prise de hauteur et puis surtout un petit peu le temps de prendre du recul et d'analyser au regard de son secteur d'activité les principaux ratios, les performances, la structure financière de son entreprise. Ce diagnostic s'appelle Opal. C'est un diagnostic gratuit qui est en ligne sur le site Banque de France. Chaque dirigeant peut s'y connecter et éditer son propre diagnostic. Mais c'est aussi un portail Internet en termes d'accompagnement des entreprises. Ça s'appelle, ça ne s'invente pas, Mes questions d'entrepreneurs. Sur ce portail Internet, effectivement, on peut retrouver des tas d'informations, que ce soit du comment construire un business plan, je crée mon entreprise, quel statut juridique choisir. Et puis là, c'est un petit clin d'œil pour vous, c'est comment parler à mon banquier. Donc, comment bien préparer son entretien, adopter le même langage, lui fournir les éléments qu'il attend. Une boîte à outils importante et vraiment un portail Internet où il ne faut pas hésiter, en tous les cas, à aller voir, à chercher et à l'utiliser. Voilà. D'autres missions d'accompagnement. Exactement, des correspondants. Oui. Et donc là, des correspondants dédiés, un correspondant TPE-PME dont l'objectif principal est d'accompagner un chef d'entreprise vers le bon interlocuteur. Vraiment, de lui donner en direct, de lui fournir des conseils, mais surtout de l'orienter tout de suite vers le bon interlocuteur. Et également, c'est assez récent, 2 ans, un correspondant start-up qui permet en tous les cas au chef d'entreprise, là aussi, d'avoir un correspondant dédié qui puisse lui permettre de lui donner les bons conseils pour la typologie de son entreprise. Un numéro unique, maintenant, le 3414, pour rejoindre la Banque de France, quels que soient vos besoins, c'est un numéro unique et après, vous tombez nécessairement sur le bon interlocuteur. Et puis le rôle de médiation. Alors là, c'est plutôt l'accompagnement des entreprises en cas de difficulté, effectivement, le rôle de la médiation du crédit. En cas de problématique, on saisit la médiation du crédit qui va pouvoir intervenir entre l'entreprise, entre le dirigeant et un établissement bancaire, mais pas que, également auprès des assureurs de crédit également. Et là, c'est une des missions de la médiation qui est un peu moins connue. Mais c'est aussi, par exemple, accéder au fichage des entreprises et puis éventuellement à la possibilité d'un droit au compte. Donc, ce sont vraiment énormément de services qui sont dédiés aux entrepreneurs qui sont encore méconnus. Et je suis ravie de pouvoir vous en parler ce soir. Un petit message concernant une action de début d'année sur la promotion du microcrédit. Oui, effectivement, la Banque de France s'engage en matière d'inclusion financière, mais également de promotion du microcrédit. Et donc, nous créons chaque année le prix régional du microcrédit. Et ces mêmes dossiers peuvent candidater pour le prix national du microcrédit. Donc, n'hésitez pas, je ferai passer l'information, mais n'hésitez pas à nous solliciter pour postuler en tous les cas à ce prix régional du microcrédit, parce qu'au-delà de l'accompagnement, nous aimons également à la Banque de France beaucoup les très belles histoires, et je sais combien vous allez pouvoir nous en conter tout à l'heure. On va raconter beaucoup d'histoires et de belles histoires et de vraies histoires. Merci Bérangère Blondet, directrice de la Banque de France, qu'on peut applaudir pour son intervention.
Et on parle souvent de la posture du chef d'entreprise, la solitude du chef d'entreprise. Eh bien, écoutez, il est clair que l'un des messages ce soir sera n'agissez pas seul, travaillez en réseau. Et les réseaux, ils sont nombreux lorsque on arrive sur un département. Et les premiers réseaux, peut-être, ce sont les chambres consulaires. Et je vais inviter Christelle Abattu, présidente de la Chambre de commerce et d'industrie, et Sébastien Kugler, président de la Chambre des métiers et de l'artisanat, venir me rejoindre. Bonsoir, merci. Merci. Alors, les micros doivent fonctionner. Bonsoir. Oui. Voilà, merci d'avoir accepté l'invitation du Crédit Mutuel Océan. Vous partagez la même analyse que la Banque de France quand on parle d'un département comme celui des Deux-Sèvres comme terre de création. La parole à la CCI. Je vois que Monsieur le Président me regarde, donc il me laisse la parole. Galanterie oblige, merci. Oui, le partage effectivement du constat de la Banque de France à 200%. On travaille avec la Banque de France, la CCI, sur des notes de conjoncture, donc je ne vais peut-être pas redire la même chose. Peut-être axé sur la création d'entreprises. Donc c'est vrai qu'on voit sur les chiffres qui ont été donnés qu'on crée pas forcément plus d'entreprises en Deux-Sèvres par rapport à la région Nouvelle-Aquitaine. Par contre, honnêtement, sur ce territoire des Deux-Sèvres, on a des très très belles histoires. Et donc on a des entrepreneurs qui créent et qui arrivent à développer en fait des entreprises qui performent. On le voit notamment, si je peux prendre l'exemple, sur les démarches RSE, sur la région Nouvelle-Aquitaine, sur les trophées qu'il y a eu l'année dernière, sur effectivement les 6 lauréats qu'il y a eu en région Nouvelle-Aquitaine, 4 sont du département des Deux-Sèvres. Et puis si je peux parler aussi d'un challenge national qui a été fait pour les commerçants, cette année au niveau des CCI, on a 6 lauréats des Deux-Sèvres qui ont été primés au niveau national. Donc on a des très très belles histoires et je pense aussi qu'on a un département où ce sont les hommes et des femmes qui mettent notamment en avant des valeurs. Et une de nos ambitions, effectivement, c'est de faire de ce département un département d'entrepreneurs fiers et engagés. Il faut développer en fait ce sentiment d'appartenance. Je pense qu'on est un petit peu meilleur que les autres, sauf qu'on n'ose pas l'affirmer. Et voilà. L'enjeu, 30 secondes, l'enjeu de maintenir les centres de décision, on a parlé donc avec la Banque de France, c'est aussi un défi pour vous au niveau de la Chambre de commerce, c'est une discussion que vous avez. Alors, l'enjeu pour les centres de décision, on est entre nous, on est sur le territoire des Deux-Sèvres, et donc les gros centres de décision, on parle effectivement notamment de mutuelles, d'assurance, donc oui, il y a un enjeu fort pour nous de maintenir effectivement ces centres de décision sur le territoire en fait des Deux-Sèvres, puisque ça a un impact indirect sur toute notre économie départementale. Il y a les mutuelles, il y a tout ce qui est également, même si ce sont des établissements secondaires, il y a tout ce qui est aéronautique. Donc oui, c'est important d'avoir des centres de décision sur le territoire. L'artisanat va bien, Alors, il se renouvelle. L'artisanat, je vais reprendre quand même ce que disait la Banque de France, c'est qu'on a des dirigeants qui sont un peu plus matures, comme disait Donc nous, à la Chambre des métiers Nouvelle-Aquitaine de Sèvres, notre spécificité, c'est d'avoir un gros centre de formation qui aujourd'hui, avec presque 2000 apprenants, est une énigme en France pour 8000 entreprises artisanales. Donc c'est déjà dans le territoire, vous voyez, une énigme. Donc ça veut dire qu'avant de créer ou avant de reprendre, il faut d'abord être formé. Et on le fait à la Chambre des métiers. Quand on parle de réseau, c'est quoi un réseau, à votre avis? Alors là aussi, qui veut prendre la parole sur cette question dans un premier temps? Je continue, Madame la Présidente. Allez. Alors déjà, pour l'artisanat, en fin de compte, eh bien d'abord, il faut avoir du savoir-faire. Et en fin de compte, faut le faire savoir. Donc le premier réseau, c'est ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on ne fait pas voir, il y a un enjeu de communication, c'est ce que vous dites. Voilà. La communication, donc aujourd'hui, sur certains métiers de l'artisanat, évidemment, comme d'autres secteurs, mais les réseaux sociaux sont hyper important. Et l'artisan a cette habitude de communiquer sur les réseaux? Il commence et il vient se former à la Chambre des métiers. Voilà, mais je veux dire, aujourd'hui, un restaurateur, un traiteur met ses assiettes et ses plats en ligne. Je vais parler de mon métier, les coiffeurs. Aujourd'hui, si un coiffeur n'a pas un compte Instagram, c'est compliqué, puisque les jeunes et les moins jeunes s'identifient aux photos. Oui. Après, il y a aujourd'hui aussi
le développement de l'entreprise grâce au réseau. Alors, c'est un autre réseau qui permet aujourd'hui de se former différemment avec les besoins, de créer ses besoins pour demain développer l'entreprise, emmener ses salariés peut-être dans autre chose qui va donner d'autres horizons à l'entreprise. Vous partagez, je suppose que le réseau aujourd'hui est important, il évite la solitude du chef d'entreprise et permet aussi le business derrière. Effectivement, je partage l'analyse. Sur la CCI, effectivement, on a, pour ceux qui nous suivent, on a quelques ambitions, et notamment 3. On a une ambition, c'est être réseau pour inspirer et performer. Donc, le réseau, c'est faire du lien entre entrepreneurs, parce que, on va le voir ce soir, il y aura des gens inspirants. Et donc, il y a des gens, j'ai discuté dans la salle, qui sont en phase de création, porteur de projet. Et donc, c'est faire le lien entre des dirigeants, des porteurs de projets, des entrepreneurs. C'est faire le lien aussi avec les partenaires institutionnels. Donc, ça va être faire le lien avec les banques, les réseaux, effectivement, Initiative de Sèvres, avec les partenaires que peuvent être la Banque de France, ça peut être les syndicats professionnels. Donc, c'est ça, être réseau. En fait, ensemble, on est plus fort. Je crois que c'est la thématique de la soirée. Quand on est accompagné, on va plus loin. Donc, et c'est notre rôle, effectivement, de faire ce lien, de faire communiquer, effectivement, les gens entre eux dans une logique, effectivement, d'émulation. Est-ce qu'on apprend à être chef d'entreprise? Oui et non. Il y a deux solutions. Soit on se jette à l'eau, et un certain nombre peut-être l'ont fait. On se jette à l'eau sans avoir les codes et les règles. C'est pas grave, il faut savoir à un moment donné prendre son risque, et puis on va apprendre en marchant, et puis on apprendra effectivement avec les réseaux d'accompagnement. Et puis il y a des gens qui vont être déjà formés et qui vont effectivement créer leur entreprise en ayant un peu plus les codes que les autres, mais dans tous les cas, il faudra toujours, pour moi, être dans une logique d'apprentissage continu. C'est pas parce qu'on a peut-être les codes au départ. Aujourd'hui, il faut innover. On parlait de territoire résilient. Si on est résilient, c'est qu'on a une certaine capacité à pouvoir s'adapter. Et pour moi, il faut en permanence se former, puis c'est enrichissant intellectuellement. Est-ce que être chef d'entreprise aujourd'hui en 2023, presque 2024, est plus compliqué, plus complexe, plus difficile que pendant les années 80 ? Pas plus difficile. Moi, je disais passionnant, parce que aujourd'hui, en fait, il faut être multicompétent quand on est chef d'entreprise, peu importe que ce soit un petit commerçant ou un dirigeant effectivement d'une PME. Il faut être, on parlait de communication avec les réseaux sociaux, il faut être un très très bon communicant, il faut être un super gestionnaire. Aujourd'hui, quand on voit les problématiques effectivement de charges, il faut être un très très bon gestionnaire. Il faut avoir cette capacité effectivement à faire réseau. Il faut être un très très bon commerçant, peu importe que vous vendez en fait des produits ou des services. Aujourd'hui, mais même un expert comptable, il doit être effectivement avoir un sens du service client extrême. Ça, c'est la base. Donc, je dirais peut-être plus exigeant, mais plus passionnant. Et effectivement, vous l'avez compris, moi je suis convaincu, ça fait 15 ans que j'ai créé ma structure, et donc je ne vais pas vous dire qu'il vaut mieux être salarié qu'entrepreneur, même si effectivement on passe un peu beaucoup de temps. Vous partagez, Sébastien Kugler ? Alors, je vais juste revenir sur le fait qu'on devient artisan ou pas. Je pense qu'il y a la première catégorie, c'est ceux qui sont artisans dans l'âme. Hein. Ils font leur formation, leur métier. Et alors, nous, à la Chambre des métiers, on les pousse à aller vers des diplômes un peu plus élevés, qui les préparent forcément à être créateurs-repreneurs. Puisque plus on monte en diplôme, plus on a de capacité. Il y a ceux qui se disent pourquoi pas moi au bout d'un moment, parce qu'ils sont dans leur métier, et puis voilà. Et puis il y a aussi aujourd'hui une obligation de tous les chefs d'entreprise, c'est de se dire même 7 ans avant, je dirais, transmettre puisqu'on parlait de transmission d'entreprise, parce que c'est un vrai enjeu pour demain, c'est de dire peut-être même 5-7 ans avant, il faut commencer à y penser et dire comment je vais la transmettre, et pourquoi pas faire monter un salarié qui est peut-être autour de nous. Alors il y a des gens qui n'ont pas, mais potentiel voilà, c'est des fois les pépites, elles sont dans l'entreprise et les personnes ne le savent pas forcément. Et donc en les accompagnant, en les formant, en devenant le chef d'entreprise et faire l'accompagnement du cédant, et avec évidemment les chambres consulaires pour accompagner, mais aussi les partenaires comme le Crédit Mutuel, et bien, du coup on arrive à faire des belles choses. Pourquoi ouvrir les portes d'une chambre consulaire aujourd'hui? Vous osez poser la question? J'ose poser la question. C'est bien de la poser, parce que je pense qu'il y en a un certain nombre qui se posent, puisqu'en discutant aussi... Ce sont des grosses institutions là aussi. Hein. Ça paraît loin effectivement comme une grosse machine, mais pour moi je dirais que c'est évident, et cette question je me la suis posée aussi il y a 15 ans. Pour le réseau des CCI, notre raison d'être qu'on a voté, c'est être le premier réseau public de proximité accélérateur de l'économie et la croissance durable. Donc en fait, on est un réseau public
Tout simplement, pourquoi en fait pousser les portes? On a concrètement sur les Deux-Sèvres, nous, 18 personnes qui sont en fait dédiées à l'accompagnement des entrepreneurs. Peu importe que vous soyez au stade phase création, porteur de projet, que vous soyez effectivement en phase de développement ou en phase effectivement de transmission. Donc pourquoi venir? Parce que vous aurez en fait un ou des personnes, suivant votre problématique, qui vont vous accompagner. Et puis sinon, on ne peut pas vous accompagner en direct. Notre rôle, à nous en tant qu'établissement public, c'est de vous mettre en relation avec les bonnes personnes. Donc si c'est effectivement une problématique de financement, création porteur de projet, typiquement ce soir, voilà, il y a le prêt d'honneur, vous l'avez dit, on fait partie du jury, il y a Initiative Deux-Sèvres, il peut y avoir des problématiques, on peut orienter Banque de France ou tribunal de commerce. On a ce rôle-là en fait d'interlocuteur central, mais on est là en fait pour faciliter la vie de l'entrepreneur. Voilà, tout simplement. De métier, je suppose que... Alors, oui, beaucoup de choses qui sont faites dans les chambres consulaires, mais déjà les formalités, puisque on accompagne quand même. Les labels aussi, puisque Origine France Garantie, par exemple, on peut accompagner. C'est vraiment un enjeu pour demain. La formation, j'en ai déjà parlé. La réglementation, parce que tout le monde ne connaît pas toutes les réglementations. L'apprentissage. Les titres aussi, parce qu'on peut devenir maître artisan, et c'est une vraie valeur ajoutée. L'innovation, la ressource humaine et aussi le dynamisme RSE aujourd'hui qui est très important pour les entreprises. Et cet accompagnement, vous allez me dire, oui, est nécessaire durant toute la vie de l'entreprise, vous l'avez dit? Alors oui, de toute façon, l'entreprise, oui, c'est toute la vie. Aujourd'hui, l'entreprise, c'est toujours un développement. C'est toujours une envie d'ailleurs. On se lève le matin, on est chef d'entreprise, on a envie. Enfin, ça fait 28 ans que j'ai envie, donc il n'y a pas de souci. Mais non, les chefs d'entreprise, oui, sont accompagnés tout au long de la vie. Mais en plus, comme je le disais, sur la transmission, c'est des choses qui viennent naturellement. Et donc, les chambres consulaires sont là pour faire tous ces diagnostics et accompagner. Merci. Un dernier mot ? Merci. Juste sur l'accompagnement effectivement nécessaire, c'est évidemment, oui, la même réponse. Aujourd'hui, quand on est entrepreneur, forcément, on doit s'adapter. Il y a les clients, les consommateurs changent en termes de mode de consommation. Et donc, si on ne fait rien dans tous les cas, on est, je dirais, condamné à effectivement fermer la boutique à moyen terme. Donc, il faut se former. Il faut s'ouvrir aussi à d'autres techniques. Il faut avoir cette capacité à innover. Donc, oui, il faut se former, développer les compétences de manière certifiante ou pas tout au long de la vie. Voilà, j'ai terminé. Merci Christelle Abattu, merci à Sébastien Kugler, merci aussi d'avoir accepté encore une fois l'invitation du Crédit Mutuel Océan. Alors comment pérenniser justement, comment asseoir le développement, comment pérenniser l'entreprise? On va en parler avec Sophie Brûlé, des chaussures de Gatine, une belle histoire là aussi, et puis je vais inviter des chargés de clientèle professionnelle du Crédit Mutuel Océan qui sont ici, Elodie Tranchet et Maxime Ménard. Pour Elodie, elle est basée sur Niort-Mendes et pour Maxime, à Parthenay. Bonjour à vous trois. Merci encore d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Bonjour. Alors, Floss, chaussures de Gatine, c'est une belle histoire que vous avez emmenée en 2021. Vous étiez deux, c'est cela? Oui, Clémence Nerbusson et moi-même, on a repris l'entreprise anciennement la SARL Gilbert, chaussures de Gatine. On a signé en février 2021. C'était une entreprise en bonne santé Tribunal de commerce, on ne peut pas dire que ce soit en bonne santé, oui. Mais non. Non, ils ont fermé en septembre 2020. Et nous, le temps de monter le dossier qui s'est fait un petit peu à la dernière minute, on a eu les clés février 2021. Si j'ai posé cette question, c'est que c'est un gros pari derrière quand même. Alors c'était un très gros pari. Il y avait un côté un peu fou parce qu'on était une toute petite structure. On avait à l'époque Fleur de Souliers, très petit atelier. On est en période avant Covid, ou tout juste Covid. Et une entreprise qui avait été en liquidation. Nous-mêmes, on n'était pas en grande forme. Et le marché de la chaussure est quand même un marché qui, fondamentalement, va plutôt mal. Ouais. Alors, donc sur le papier, c'était un peu compliqué. On se lève le matin en se disant, allez, j'y vais quand même? Ouais, c'est génial. On vit une super histoire avec une équipe fabuleuse et on y croit. Après, ils nous ont laissé un magnifique patrimoine. On a... ils nous ont laissé une belle histoire, des beaux produits, une belle équipe. Qu'est-ce qui a pesé justement dans cette décision de continuer l'histoire? À la base, on était très motivés pour trouver un ou une repreneuse. Un repreneur. Et ça s'est pas fait. Et donc, en fait, en décembre, on arrivait à la date d'échéance de dépôt des dossiers. Et on s'est dit avec Clémence, allez go, on y va nous, quoi.
Enfin, on ne peut pas laisser arrêter un patrimoine, un savoir-faire. Enfin, on savait que ça allait s'arrêter, c'est fini. C'est-à-dire que dans la région, il y allait plus y avoir de fabricants de chaussures avec des vrais gestes de main, avec des vraies convictions, avec des vrais beaux produits. Et on s'est dit, bah, si personne n'y va, on y va. Et puis voilà, quoi. Ouais, mais il a fallu convaincre autour. Nous, on était convaincus. Oui, déjà, c'est une bonne chose. Notre avocate a dit, OK, les filles, vous me laissez 1 mois. Et on a eu une banque. Alors, je ne fais pas la promo, mais en tout cas, c'est sincère. Ouais. On a eu un super conseiller. On est arrivé comme deux dingues dans son bureau. On a présenté le projet et réactivité top. Et ils y ont cru, quoi. Ouais. Pourquoi, selon vous? Là, c'est vous demandez. Non, l'argument fort, l'argument qui pèse, c'est cette passion, c'est cette envie. Ouais, déjà, c'est une entreprise qui était connue sur le territoire, qui a une très bonne renommée. Et peut-être qu'on a insufflé un souffle. Très, très positif. Oui, on est plutôt d'un tempérament positif. Ouais. Alors, depuis 2021, l'histoire a s'est épaissie. L'histoire se passe bien. L'histoire se passe bien. Alors, avec Clémence, on est répartis. Elle est plutôt sur la partie production, communication. J'ai la partie plutôt commerciale, finance. On est plein d'énergie, on y croit. On a une équipe qui nous soutient. On ne parle pas d'entreprise, mais on parle plutôt de projet. On a une ambiance plutôt un peu scope, même si on a une SARL à la base. Mais on est tous porteurs de ce projet, de sa réussite. On en est tous responsables, quelle que soit la personne dans l'entreprise. Et oui, ça se passe bien, mais on reste prudente. Voilà. Oui. Parce qu'on loin de nous douter qu'après un Covid, on allait avoir des ruptures de matières premières, qu'on allait avoir des hausses démentielles de coûts des matières premières. Bon, là-dessus, on rajoute l'énergie. Donc voilà, on était à des kilomètres de se douter d'un contexte qui allait être si compliqué. Finalement, ça passe. Mais on reste très prudente, très, très, très prudente. Tout est mesuré, tout est jaugé au millimètre. Enfin voilà, c'est une gestion au millimètre. Vous êtes dans le rôle du chef d'entreprise ? Ouais, enfin, on ne s'attendait pas non plus à ce que ce soit si pointillé. Enfin, on ne s'attendait pas à un tel contexte, vraiment. C'est combien de personnes aujourd'hui ? On est 8 et 2 personnes externes. Vos marchés, c'est quoi ? Nos détaillants ? Oui. Magasin de chaussures. Et ce qu'on aime, nous, en tout cas, c'est que Gâtine, c'est encore le milieu agricole. Nos plus grands clients, encore, c'est les foires et marchés. Alors, on commence à s'implanter dans des villes de moyennes grandes villes, mais par le biais des concept stores, le workwear, le vêtement de travail est devenu à la mode. Donc ça, c'est très bien pour nous. Et du coup, c'est pour ça le projet de nous rester fidèles à Gâtine et à ses marchés, à sa cible traditionnelle. Et on lance Gâtine Select pour ce nouveau public. C'est pas notre monde et du coup on se fait accompagner depuis le début. On parle d'accompagnement, chacun ses métiers. Nous on est fabricants et ce qui nous tient à cœur c'est ce côté la cible fidèle de Gâtine. Après voilà, on se fait aider. Voilà, clairement faut se faire aider. On peut pas tout faire, donc on se fait aider. C'était ma question justement. Vous avez toujours été dans cette logique d'accompagnement. Oui. Auprès des différents réseaux. Oui, alors Clémence a une très bonne connaissance de tout ce qui est chambre des métiers et CCI. Donc elle n'hésite pas à frapper. Elle avait déjà les portes d'entrée qui allaient plutôt bien à l'époque. On était avec Fleur de Soulier. Pour ma part, j'avais la partie CJD. Oui, Centre des jeunes dirigeants. C'est ça. Et puis après, on a tissé un réseau de chefs d'entreprise, de contacts. Qui sont inspirants peut-être pour vous. En fait, c'est nos SAV de doute. Oui. Ouais, c'est quand on a un doute. Alors après, il y a des compétences qu'on n'a pas, où là, clairement, en ce moment, on se fait accompagner sur la partie énergie du bâtiment, export. Là, j'ai un rendez-vous, finalement, bref, il y a un rendez-vous sur l'export. Et là, c'est vraiment des compétences très techniques et théoriques. Donc là, c'est plutôt, on va dire, les réseaux institutionnels. Et à côté de ça, on a les oreilles SAV des gens qu'on rencontre et qui sont là pour le conseil, du pragmatique aux gestion d'émotionnel. Et vos préoccupations aujourd'hui ? La préoccupation, donc effectivement, nous, la reprise est faite, elle s'est bien passée. Là, le développement, ça a un coût dans une entreprise, mais on ne peut pas se permettre comme je l'explique, parce que l'équipe est très au fait du développement de l'entreprise et de comment ça se passe, les chiffres et autres, c'est de faire progresser l'aspect financier, donc là, le côté pérenniser financièrement l'entreprise, le côté production, il y a un risque, nous, si les gens ne sont pas là, on ne produit rien, et le côté commercial, mais on est obligé de faire lever quasiment les trois piliers en même temps. Ces 3 piliers. On ne peut pas recruter à tout va si je n'ai pas le commercial derrière. Former quelqu'un. Alors nous, on n'a pas de problème de recrutement. Voilà, c'est ce que les gens veulent rester. Donc ça, c'est très bien. Mais comme on n'a pas de formation externe, on est obligé de former les gens. Nous, on ne peut pas prendre des intérimaires en cas de suractivité. On a 6-7 mois de formation. Donc si commercialement, on met un coup de boost, la prod est en souffrance. Hors de question de malmener l'équipe.
il n'y a aucun intérêt de mettre sous pression constamment. Ils ont déjà vécu des phases compliquées puisque c'est l'ancienne équipe. Donc le but, c'est que ce soit harmonieux et que les 3 piliers progressent ensemble. Et vu qu'on en discute beaucoup tous ensemble, jusqu'à maintenant, ça se passe bien. C'est une belle histoire. Oui. Vous voyez comment votre entreprise a... Allez. J'en discutais justement. Alors nous, c'est pas un CDI qu'on signe. Hein. Ouais. On a repris cette entreprise parce qu'elle est porteuse de nos valeurs avec Clémence. Voilà, alors nous, c'est le côté authentique, c'est local, c'est durable, c'est des beaux produits, il y a de la belle matière, il y a un vrai savoir-faire du geste, il y a un côté très... on y croit tous, humainement, c'est une magnifique histoire. On va remonter ça, on va y mettre notre graine collective, puis après, aux autres. Ah oui, aux autres. Ah oui, non, on ne va pas... Vous êtes déjà dans un schéma de transmission. Oui, mais c'est sûr. Enfin, et il y a une pépite à l'intérieur de l'entreprise ? Oui. Oui. Oui, puis nous, après, transformer l'entreprise en scope. Alors, il y a des personnes, en fonction de leur comportement, et la complexité d'un chef d'entreprise, c'est d'avoir plusieurs facettes. Donc, non, on croit beaucoup à l'association. Donc, quand il y a plusieurs cerveaux, ça réfléchit mieux, quoi. Enfin, mais ça, c'est notre avis. Voilà. Donc, bien sûr, ça va être... on fait passer après. Merci, Sophie Brulé. Élodie, quand on entend des propos comme ceux de Sophie Brulé, ça donne tout le sens aussi à votre mission de chargée de clientèle professionnelle ? Ah, j'adore. Oui. J'adore. Moi, je pense que si je les avais rencontrés, j'aurais forcément été séduite quand j'entends les propos qui sont transmis. Convaincue pour être convaincante, mais vous l'étiez forcément quand j'entends tout ça et cette belle histoire. Et oui, on a forcément envie d'accompagner quand on a des gens qui ont une préparation de projet si aboutie. Et puis c'est notre ADN quand même d'accompagner. Le contexte n'est pas simple. Oui. C'est quoi les premiers mots justement quand vous avez dans votre bureau un futur chef d'entreprise ? Qu'est-ce que vous lui dites ? Vous regardez le modèle économique qu'il vous présente ? Pas du tout, pas du tout. J'ai envie qu'il me raconte son histoire d'abord. Qu'est-ce qui l'a amené à venir me présenter son projet aujourd'hui ? Et je pense que c'est plutôt la motivation, le cheminement. Et après, j'avoue, forcément, on va parler plan de financement et finances. Et la notion d'accompagnement, vous prodiguez ce message-là ? Complètement, absolument. C'est des questions... dans les prémices du rendez-vous, c'est effectivement qu'est-ce qui vous a amené vers nous ? Est-ce que vous êtes accompagné ? Et si ce n'est pas le cas, c'est forcément un débat qui est ouvert. Ouais. Et vous pouvez dire non ? Ça fait partie du jeu. Après, je pense que très souvent, on essaye plutôt de co-construire ou de proposer une autre solution. Mais on en revient quand même à des fondamentaux, le profil du porteur de projet, en adéquation avec l'activité qu'il se propose de lancer, et puis aussi des fondamentaux d'analyse financière qui restent incontournables. Mais on essaye souvent de trouver une solution. Il y a des leviers, on en a discuté avec l'ensemble des partenaires ici présents. Et parfois, c'est aussi pour protéger la famille, pour protéger également la personne qu'on a en face de nous. Ben oui, on peut être amené à dire non. Ouais, le premier rendez-vous avec le banquier, il peut être stressant pour le porteur du projet. C'est un vrai challenge pour nous. Certains sont très à l'aise. On a eu une belle illustration tout à l'heure. Mais c'est un vrai challenge pour nous de se mettre à la portée en fait, du porteur de projet qui a consacré peut-être 6 mois de sa vie. Il a peut-être mûri ça 10 ans avant, on a entendu. Donc par respect, je trouve qu'il faut qu'on se mette à la portée du client. On reste, c'est une histoire d'hommes et de femmes et de contact. Donc oui, à nous de nous adapter pour permettre le meilleur, quoi. Maxime Ménard, alors ce soir, il y a des porteurs de projets qui sont passés par le comité Avenir Océan. Je parlais d'une machine qui est un processus qui est bien singulier dans l'univers de la banque. C'est votre avis, j'espère. Oui. Oui. Je suis convaincu à 100%, même plus, du prêt Avenir Océan. Déjà, le taux, alors ce qui pouvait paraître anecdotique il y a quelques mois par rapport pour le porteur de projet, l'est beaucoup moins aujourd'hui. Déjà, on a la chance et j'espère que ça va continuer de maintenir ce taux à taux zéro pour les porteurs de projet. Donc ça, c'est vraiment, dans un plan de financement, c'est indéniable. Dès qu'on peut le proposer, c'est bien sûr hyper important. Il est aussi, donc on l'a dit tout à l'heure, plafonné à 7 600 €, mais également au montant de l'apport du porteur de projet. Donc parfois, ça peut permettre d'aller chercher 1 000 € de plus, 2 000 € de plus en apport et cumuler à d'autres prêts d'honneur, parce qu'on en a aussi parlé tout à l'heure, mais mine de rien, dans un plan de financement, c'est quand même hyper important. Et puis il y a ce passage en comité. Oui, donc nous on y participe également en tant que conseiller
Et je trouve ça top parce qu'on a parlé de bienveillance là, tout à l'heure. Là, et c'est vraiment ce qui en ressort. Il y a toujours des questions pertinentes, représentées donc, par des élus, mais on sent que c'est des gens du terrain, des élus, des personnes du secteur qui connaissent, qui connaissent le marché, donc ça c'est top. Donc l'idée c'est aussi de rassurer le porteur de projet, mais nous aussi en tant que conseiller, parfois on s'est dit ah oui c'est vrai, tiens j'avais pas posé cette question, mais oui effectivement, voilà, donc c'est pourvu que ça dure. Quels sont vos points de vigilance lors des premiers pas justement de la vie de la jeune entreprise? Qu'est-ce que vous regardez? Souvent, pour moi le nerf de la guerre c'est la trésorerie. Il y a deux aspects. On a parlé, en fait, il faut qu'on soit imaginatif. On a des outils au niveau de la digitalisation, pardon. On parlait tout à l'heure, Monsieur le Président de la Chambre des métiers parlait que les restaurateurs aujourd'hui mettent en ligne leurs plats, par exemple. C'est aussi à nous d'être innovants par rapport à ça. Aujourd'hui, tout ce qui est encaissement, tout ce qui est paiement par Internet, encaissement par carte bancaire, dans la majeure partie des secteurs d'activité, ça me semble aujourd'hui incontournable, même dans le secteur du bâtiment. Aujourd'hui, les paiements par carte bancaire, pour moi, ça se généralise, donc on se doit d'être imaginatif par rapport à ça. Et puis par rapport à toujours dans le lien avec la trésorerie, mais parfois, il y a cette notion, une certaine euphorie qui peut avoir parfois au départ. Il ne faut pas confondre chiffre d'affaires et rentabilité. Oui. C'est important de... Et là, vous en discutez avec le... Oui, voilà, donc là, c'est aussi important. Enfin, on a utilisé le mot plusieurs fois, la notion de réseau, mais c'est hyper important de faire en sorte que le porteur de projet soit accompagné et qu'il n'ait pas le sentiment qu'il va y arriver tout seul. Alors, parfois, bien sûr, il y en a qui vont y arriver, mais ne pas avoir peur de se faire accompagner parce que c'est très, très important, la gestion de trésorerie, les 2 premières années. Et il n'y a pas que les 2 premières années. Non, mais tout le temps. Je pense que c'est tout le temps que vous regardez aussi le développement de l'entreprise. Complètement. Parfois, le démarrage, il n'est pas linéaire, il n'est pas celui qu'on avait envisagé. Donc, parfois, ça se présente très tôt dans l'accompagnement, juste après la mise en place ou l'ouverture ou la reprise d'entreprise. Je pense que c'est l'enrichissement des uns et des autres. Il se fait par des rencontres régulières. Qu'est-ce que c'est un grand plaisir d'aller franchir la porte du commerce qu'on a accompagné ou aller visiter l'entreprise avec qui on a travaillé pour la reprise. Mais c'est vrai qu'on pourrait s'échanger des tableaux de bord, pas de souci, des chiffres. Mais ça ne suffit pas. Non, sans la traduction, sans l'explication de texte, on n'en fait rien. Donc la rencontre sur le terrain est importante. Absolument. Dans l'entreprise. Dans l'entreprise, ouais, c'est chouette. Je pense que le chef d'entreprise, ça lui fait plaisir. Ça donne du sens à notre métier, d'aller sur le terrain, sur le territoire. Ça nous permet vraiment de nous mettre en immersion et de mieux comprendre pour mieux accompagner. C'est vraiment dans ce sens-là. C'est ce qu'on appelle la relation de confiance. Absolument. Et puis l'écosystème avec les réseaux, vous avez des contacts réguliers, il y a de l'échange d'informations, il faut rester quand même assez discret, je suppose. Oui, alors réseau, j'en vois 2 grands types. Donc les réseaux tels qu'on a ici avec nos partenaires CMA, CMI, Réseau Initiative, France Active, où là effectivement c'est des échanges réguliers et concrets. Pas assez, c'est ce qu'on se disait avec certains que j'ai croisés dans la salle tout à l'heure. Il faut qu'on se programme d'ailleurs des rencontres pour mieux se connaître et mieux travailler ensemble. Et aussi des réseaux externes, des clubs des entreprises, on en parlait, les jeunes dirigeants, effectivement. Je pense qu'être proche du territoire pour le chef d'entreprise et pour nous, c'est aussi avancer avec le développement de celui-ci, quoi. Qu'est-ce qui vous anime tous les deux? Ouais. Moi d'abord. Ouais, ça a été dit plusieurs fois, mais je rejoins totalement tout ce qui a été dit, mais c'est l'aspect humain. L'aspect humain, c'est hyper motivant pour nous de recroiser, déjà d'accompagner le porteur de projet, puis parfois, au hasard d'une rencontre, on va le retrouver 5 ans après, et puis on apprend que son entreprise, heureusement, elle perdure tout le temps, il est salarié. Ouais. Et en fait, le fait d'avoir contribué un peu à la réussite à notre manière, il y a de la fierté. Déjà, c'est top. Et puis après, il faut aussi... alors, je dis, parfois, on fait partie de la famille, ça peut être délicat parfois, mais on partage tous les moments de vie en fait, de l'entreprise, et aussi côté perso de l'entreprise, quoi.
Et il y a des bons moments, il y a des aléas de la vie, des bons et des moins bons. Et voilà. Et parfois, il y a aussi des histoires qui nous touchent. Donc ça, c'est hyper important. Élodie? Je vais faire vite, je peux te faire une dissertation si tu veux. Mais, on n'a pas 3 heures. Non, mais c'est une superbe aventure humaine. C'est un épanouissement aussi à titre personnel parce qu'on rencontre des domaines d'activité divers et variés, ça c'est sûr. On vit un petit peu par procuration, la passion des chefs d'entreprise qu'on rencontre. Et puis ouais, je rejoins Maxime, c'est une belle aventure humaine aussi au niveau famille parce que voilà, on est dans la vraie vie, j'allais dire. Alors parfois il y a des moments de vie aussi plus douloureux ou moins sympas dans l'entreprise, mais on se doit d'être présent. Et c'est ce qui fait vraiment le métier aussi, quoi. Merci à vous 3 pour ces témoignages qu'on peut applaudir également. Et je vais demander maintenant à un autre créateur d'entreprise de venir nous rejoindre, mais 35 ans qu'il a créé son entreprise. Il s'agit d'Olivier Béguier, dirigeant d'Erco. Il va s'installer à mes côtés pour parler de son histoire professionnelle, un peu personnelle aussi. Bonsoir, merci. Bonsoir, merci. Merci d'avoir accepté cette invitation. Quand on entend ces différents témoignages pour le dirigeant d'Erco, déjà, allez, un premier ressenti, c'est quoi? Je suis 32 ans en arrière. Enfin, c'est vrai que c'est vibrant. C'est vibrant. Se lancer à son compte, créer, c'est tellement extraordinaire. Moi, j'ai l'impression d'être entrepreneur, né entrepreneur. J'ai dit, il y a quelques années, là, quand on a fêté les 20 ans d'Erco, j'ai dit, papa et maman, ils ont dû me mettre une petite poudre de perlimpinpin pour que je sois aujourd'hui aussi entrepreneur. Mais je pense qu'il y a quelque chose comme ça quand même. Alors, Erco, la carte d'identité de l'entreprise. Eh bien, Erco, c'est né à Niort en novembre 91. Oui. On est revendeur installateur de matériel de cuisine professionnelle. Donc en fait, le grand métier, c'est de travailler pour la restauration hors foyer, la restauration collective, les EHPAD, les hôpitaux, mais tout le monde de l'enseignement, la restauration traditionnelle, les métiers de bouche, quels qu'ils soient, charcutier, traiteur. On installe, on vend le matériel, on l'installe et après on le dépanne. Donc on est présent en Deux-Sèvres, puisque c'est là qu'on a créé l'entreprise, en Vendée, oui, à côté des Achards, aux Achards même d'ailleurs, et puis à Périgny et à Royan. Votre marché? Sur les 3 départements. Oui. Le marché, c'est-à-dire? Le marché national marché international? Alors non, marché départemental et régional, oui, mais c'est vraiment un marché porteur parce que par rapport à ce que je viens de dire, la restauration hors foyer, ces 20 dernières années, si vous regardez un petit peu les choses, et même avec la Covid, ça c'est parti, oui, en flèche. Si vous voulez, on a découvert, tout d'un coup, redécouvert qu'en bas de chez nous, il y avait un charcutier. Affolant. Et puis on s'est mis, regardez l'histoire, mais il y a pas longtemps qu'on va toutes les semaines, pour pas dire tous les jours, au restaurant. C'était une sortie il y a encore que 15 ans ou 20 ans. Aujourd'hui, donc il faut équiper. Voilà, des restaurants d'entreprise, des restaurants quels qu'ils soient, parce que puis des food courts aujourd'hui, des camions, il y a un tas de choses. Quelques repères chiffrés. Erco, c'est combien de salariés? Erco, c'est 115 salariés aujourd'hui sur les 3 départements. C'est 17 millions d'euros de chiffre d'affaires cette année, en 2023. Alors, je clôture au 30 septembre. C'est donc, je vous ai dit, 4 sites. C'est vraiment, tout à l'heure, ça a été dit, mais moi, c'est une aventure humaine depuis le départ, puisque, en fait, Erco, Olivier Béguier, il s'est installé avec 3 copains en novembre 91. J'ai eu la chance de pousser la porte du Crédit Mutuel de Chauray, où papa et maman m'avaient ouvert un compte au Crédit Mutuel. J'ai rencontré un jeune homme que vous avez vu tout à l'heure, qui a pile poil le même âge que moi. Qui est toujours jeune homme. C'est vrai. Oui. Claude Baraton, vous l'avez vu, c'est lui. C'est lui qui m'a reçu. Je ne plaisante pas, c'est la vérité. Ça devait être... il y avait de l'angoisse, là, à ce moment-là? J'ai 23 ans, ouais. J'avais 55 maintenant, mais j'avais 23 ans. Un peu d'angoisse. En plus, il n'a pas l'air facile comme ça, quand on le regarde. Et il me dit, hop, moi, je m'occupe de conseiller clientèle, si je ne m'abuse, à l'époque, Crédit Mutuel Chauray. Il me dit, oh là là, c'est pas pour moi ce que tu me racontes, mais
je vais t'aider. Il m'a présenté son directeur d'agence, ou directeur même de pôle, si j'ai bonne mémoire, Daniel Poupin, à qui je dois beaucoup, parce qu'en fait, il a cru en ce que je lui racontais, lui. Et on retrouve un peu les mêmes propos, il a fallu convaincre. Voilà. Non, mais c'est évident. En plus, là, j'ai rien à cacher, même si le Crédit Mutuel est une affaire de cœur, puisque en l'occurrence, après, ils m'ont fait rentrer au conseil d'administration. Donc j'ai beaucoup d'affinités avec le Crédit Mutuel, mais à l'époque, j'avais vu 2 banquiers, un autre qui est plus vert que bleu et rouge, et qui lui, avait pas forcément cru, mais j'avais un besoin de financer ce qu'on appelle, Madame la directrice de la Banque de France, vous allez vous comprendre, le BFR. J'avais un problème de besoin en fonds de roulement immédiat, parce que la grosse partie de ma clientèle dès le départ, c'était la collectivité, et puis la collectivité, c'est bien, mais ça ne paye pas tout de suite. Donc il fallait que je finance mon BFR, et là, chez vos collègues et confrères, ils m'ont dit pas possible. Ouais. Daniel Poupin, il m'a dit, Banco, je t'ouvre une enveloppe de DAI, et ça m'a permis de... Et là, l'histoire commence. C'est ça, l'espoir commence, l'aventure commence, l'énergie débordante, donc évidemment, ça va vite. Alors, ça va vite. Ça fait 32 ans, c'est comme si c'était hier, j'ai l'impression. Mes associés, eux, avaient 12 ans de plus que moi et 10 ans, et ils sont partis en retraite, me retrouve tout seul. Heureusement, j'ai rapatrié mon épouse qui est avec vous. Ah oui, parce heureusement, parce que autrement, je penserais... Oui. Voilà. Et puis même, j'ai fait un peu ce qu'on a entendu tout à l'heure. J'ai rentré des salariés au capital, donc on est une douzaine d'actionnaires, même si avec mon épouse, on est majoritaire. On a une entreprise un peu coopérative. À 100, c'est plus une coopérative, mais enfin bon. L'accompagnement, on en a beaucoup parlé. Vous avez toujours été dans les réseaux pour vous inspirer, pour vous aider dans certaines décisions. C'est vital, primordial. Alors aussitôt, j'avais adhéré à la Chambre de commerce, et en plus, j'ai eu beaucoup de chance parce que le prédécesseur de Christelle à la Chambre de commerce est devenu mon expert comptable. C'est comme ça que j'ai créé ERCO, puisqu'en fait, Alain Grippon, peut-être pour certains vous avez connu, mais moi c'est mon coup de boost, c'est le gars qui m'a fait créer équipement, réfrigération, cuisson de l'Ouest. Alain Grippon, qui a été illustre président de la Chambre de commerce, élu à la ville de Niort, mais qui me présente Thierry Devautour, puisqu'à un moment donné, il a fallu, quand on a grossi, avoir un commissariat aux comptes. Thierry Devautour, à chaque fois que j'ai fait un pas dans l'entreprise pour monter, pour embaucher, pour structurer, pour organiser, Thierry Devautour, j'allais dans son bureau, je faisais le petit garçon, puis j'ai dit, bon ben voilà mon idée, puis voilà, c'est le réseau, évidemment. Vous avez eu des moments de doute pendant ces 35 années-là Franchement Oui. Un quand même. Vas-y. Oui, enfin, pas un, 2, on va dire. Une fois où il y a eu un creux d'activité, et là j'ai pris peur, c'est vrai. C'est vrai. 2010, je me souviens, chérie, je me souviens. Et qu'est-ce qu'on fait pour se protéger? Ce que j'ai fait, je ne sais même pas si je dois le dire, ça fait peur ce que je vais dire, mais c'est ce que j'ai fait pourtant. En fait, on avait, comme au début, tout allait bien, on avait mis en place plein de choses, et entre autres, on avait mis 13 mois et demi de salaire. Pour tout le monde. Alors évidemment, on n'était pas 100, hein. On était, je sais pas, 25 ou 30 à l'époque, je ne sais pas. Et j'ai rassemblé tout mon personnel et j'ai dit, si jamais on change pas, si jamais on garde ça, tout de suite là, comme ça, on va droit dans le mur. Donc, mais voilà, j'ai enlevé le 13e mois. Alors, j'aurais trouvé une solution l'année d'après, mais n'empêche que ça nous a fait passer le cap. Mais vous avez ça nous a fait passer le cap. Tout à l'heure, ça a été dit, mais chef d'entreprise, c'est pas un long fleuve tranquille. Donc, on est obligé de prendre des décisions bien et des fois moins bien. Vous disiez, pour un entrepreneur que vous rencontrez, vous n'êtes pas toujours obligé, vous pouvez pas toujours lui dire oui d'ailleurs, parce que peut-être que c'est pas le moment ou je ne sais pas, mais là c'est pareil. Donc ça c'était mon premier doute, et mon deuxième, pour tout vous dire, c'est que je me suis associé avec 3 copains en 91 qui sont partis petit à petit en retraite, mais à 1 an d'intervalle. On a vécu 20 ans extraordinaires. Et comme là, ça. vous êtes retrouvés et les seuls. autres ils se barrent. Je les avais préparés. Hein. Ouais. Je les avais préparés tout, mais quand même, j'ai eu 5 minutes, un quart d'heure. Non, ma femme, elle vous dirait 1 an et demi ou... Enfin, pas 1 an et demi, mais je me suis associé avec quelqu'un d'autre pour tout vous dire. J'ai même revendu quasiment la partie de la boîte, parce que je suis un peu fracassé. J'ai revendu la boîte, enfin plutôt 70% de l'entreprise, et je l'ai racheté 1 an après. Parce qu'en fait, j'étais pas prêt, quoi. Et puis, en fait, il fallait pas que j'ai des doutes, c'était évident. Vous pensez à transmettre aujourd'hui? Ah oui,
Ah oui, oui, mais ça fait un petit moment déjà. En fait, je me prépare, même si c'est doucement, mais ça fait déjà 2 ans que j'ai dit au panel d'associés que j'ai fait rentrer, avec moi en 2017, si j'ai bonne mémoire, je leur ai dit, les gars, à un moment donné, en 2024, on aura fini le LBO. Donc là, en janvier 2024, on aura fini le premier LBO, mais comme je ne sais pas m'arrêter, j'ai racheté 3 autres ou 4 autres entreprises. Après, j'ai fait ce qu'on appelle la croissance externe, mais quand même, je leur ai dit, qui c'est qui prend la place? Comment qu'on fait? Et bon, voilà, c'est vrai, tout à l'heure ça a été dit, mais ça ne se prépare pas comme ça. C'est 4 ans, 5 ans. On parlait d'accompagnement, j'ai entendu ça, mais c'est primordial. Il faut aller chercher les compétences, c'est-à-dire des consultants, des gens qui savent, les chambres consulaires, évidemment. Il faut se faire aider, on ne sait pas tout faire. Mais comme vous ennuyez certainement dans votre mission de chef d'entreprise, vous êtes aussi à la tête d'Eurochef, un groupement d'installateurs. Ça prend du temps là aussi, mais ça fait partie du réseau. Ça prend du temps. La patronne, elle vous dirait presque pas. Je vis dans le TGV, pour tout vous dire. En fait, en 98, donc ça faisait 7 ans que j'étais installé, je me suis fait tirer par la manche sur un salon et on m'a dit « Tu ferais bien de venir avec nous, on est en train de créer un réseau de revendeurs du même métier que moi. » Le fondateur était à Rouen, un autre était à Tours, ils étaient 2 gars et ils se disaient mais pourquoi pas. Donc c'est dans les années 96-97, je les ai rejoints en 98. Comme je ne sais pas être derrière, vite je suis devenu vendre, je suis devenu vice-président de l'association le 1901 à l'époque, puis après vice-président de la SAS qui est né en 2004, et puis je suis président depuis 2016 d'une belle boîte qui a 56 entrepreneurs, du nord au sud et d'est en ouest. C'est une très belle entreprise. Là, réseau, parlons-en, parce qu'on a tous le même métier, c'est pratique, on peut se parler, on a tous les mêmes problèmes, en fait, que ce soit à Calais ou à Cannes. Les restaurateurs, c'est tous les mêmes, la collectivité, c'est toute la même, l'expert comptable, c'est toujours pareil, mais on échange, on s'aide. Sur les pratiques, c'est de l'expérience. Ouais, c'est une grosse expérience. Et en plus, j'ai vécu quelque chose à Paris. Bon, d'abord, après, j'ai fait acheter des locaux. Je me suis mis à dire, bon, bah, c'est bien, on sait faire, on sait acheter ensemble. Moi, quand j'ai pris le poste, j'ai dit, bah, maintenant, il va falloir qu'on vende ensemble. Vous allez voir vos 56 associés, devant une assemblée comme celle-ci, là, et vous leur dites, bon, bah, c'est bien, ça fait 20 ans qu'on sait faire, on sait acheter, maintenant, on va se mettre à vendre ensemble. On dit, tu sais que tu vas chercher ça, toi? Mais la concentration, elle n'est pas que chez nous, elle est partout. Donc, bah, voilà, on s'est mis à vendre pour des marchés publics, comme l'Economa des Armées, par exemple, ou le Gap, mais aussi des marchés comme la restauration type le groupe Bertrand, oui. Ou des gros noms qu'on ne peut pas accéder tout seul et qui s'installent là chez vous, en périphérie. Les grands noms de la restauration, et tout seul à Niort, je ne vois rien. Alors que là, bah, j'ai monté une cellule à Paris qui aujourd'hui fait 25 millions d'euros et puis qui emmène la machine pour tout le monde. J'ai demandé à Sébastien Baudelet de venir nous rejoindre sur ce plateau. Il est directeur général adjoint, directeur des réseaux. Bonsoir Sébastien Baudelet. Alors, avant de vous laisser la parole, le rôle d'une banque, selon vous, c'est quoi? Bah, en fait, moi j'ai toujours dit, quand on devient chef d'entreprise, qu'en l'occurrence on le devient, il faut quand même avoir cette âme-là, mais j'allais dire, moi j'ai toujours dit, j'ai 2 piliers. Et le premier, c'est le banquier, le deuxième, c'est l'assureur. Alors, dans mon métier, parce que je pense qu'en l'occurrence, je ne peux pas le faire sans mon assurance qui me couvre pour les risques j'allais dire de RC normal, plus nous, on a une décennale quasiment obligatoire. Mais faire sans le banquier, qu'est-ce que je peux faire? Je ne peux rien faire. J'ai parlé tout à l'heure parce que le départ, c'est mon besoin en fonds de roulement. Donc, voilà, c'est le pilier numéro 1. Pour moi, c'est évident. Donc, c'est vraiment ce qui a été dit plusieurs fois, mais c'est tellement important. C'est la complicité. C'est celui qui croit l'un en l'autre. Donc, c'est humain, quoi, ni plus ni moins. Donc, le banquier, c'est l'échelon numéro 1. On dit souvent au Crédit Mutuel que le conseiller pivot de la relation, il place la banque au cœur de cette relation. Vous partagez à 150%, Sébastien Baudelet. Donc forcément, je partage à 100% effectivement ce qui a été dit. On nous demande souvent quel est le rôle de la banque, et moi je préfère parler du rôle de nos conseillers. C'est ça qui est au cœur du système, et ma conviction profonde, c'est que nos conseillers doivent être des artisans, des experts, de l'excellence relationnelle. Ils doivent d'abord et avant tout, et c'est pas si simple que ça, écouter.
C'est pas facile d'écouter. On a toujours tendance à parler beaucoup. Quand on parle, on n'est pas en danger d'ailleurs. Mais le rôle premier du banquier, c'est d'écouter et de s'intéresser de manière très sincère, d'abord aux porteurs de projets. Comprendre à qui on a affaire, ça a été dit tout à l'heure, décrypter les finalités du porteur de projet et bien sûr ensuite s'intéresser au projet en tant que tel. Je pense que ce qui est important aussi dans notre rôle à nous, où on est un peu vu comme une institution, on peut aussi être vécu comme celui qui donne le laissez-passer ou amène la sanction. Le couperet, quoi. Voilà, le couperet, l'acceptation ou le refus du crédit. Et je pense qu'il faut que nos conseillers, en tout cas c'est le message qu'on leur fait passer en permanence, fassent preuve d'une grande humilité. Parce qu'il ne faut pas se tromper, ce n'est pas la banque qui prend les risques. Celui qui prend les risques, c'est évidemment le candidat à l'installation. Notre candidat à l'installation, il s'engage personnellement, il s'engage dans la durée, il emmène avec lui sa famille dans ce qui va être un projet de vie, je dirais même dans ce qui va être sans doute le projet de sa vie. Et ça, c'est hyper important que nous, on accompagne cette dynamique-là, mais qu'on se mette dans cette posture d'écoute, d'humilité et d'accompagnement. Et après, on va aller travailler, on va aller compléter ce qui aura pu être fait avec d'autres organismes qui accompagnent la création d'entreprises, on va aller analyser le montage juridique, on va aller peut-être co-construire le plan de financement, on va couvrir le besoin en fonds de roulement, ça c'est évidemment quelque chose d'important. Et puis on va mettre en place toutes les solutions qui vont permettre au chef d'entreprise quelque part de gérer son entreprise au quotidien. Donc ce sont les outils de la banque au quotidien, d'encaissement, de décaissement que l'on connaît. Vraiment ce qui est important et ce qui à mes yeux est fondamental, c'est le feeling qui va passer entre le porteur du projet et le conseiller, ça va être la clé de la réussite et ça a été dit dans tous les témoignages que l'on a entendus. C'est vraiment, vraiment, vraiment fondamental et je dirais que accompagner la création d'une entreprise, c'est d'abord et avant tout croire en l'homme ou en la femme qui porte le projet. C'est vraiment une marque différenciante là, pour le Crédit Mutuel Océan. Je ne sais pas si c'est différenciant, en tout cas on peut se dire que c'est différenciant, ça nous fait plaisir, c'est un argument marketing, mais je pense que déjà c'est dans nos valeurs, c'est dans notre ADN. Et moi ce qui m'importe, c'est qu'on arrive à transmettre ça. Quand j'entends des noms comme Daniel Poupin tout à l'heure, moi ce qui me fait plaisir aujourd'hui, c'est qu'on a des conseillers. On avait Elodie, on avait Maxime qui était là, qui finalement portent les mêmes valeurs. Et nous, notre job, notre rôle dans la direction de l'entreprise, c'est de faire en sorte que ces valeurs-là se transmettent de génération en génération et que finalement, ce qui a été vécu par M. Béguet il y a 35 ans puisse demain être vécu par d'autres porteurs de projets et qu'on soit dans cette posture d'accompagnement, d'écoute et qu'on fasse tout simplement notre rôle. On a été créé finalement pour accompagner les projets des habitants du territoire. Continuons à faire ce job-là et essayons de le faire le mieux possible avec nos valeurs et notre état d'esprit. Ça, c'est le message de Sébastien Baudelet ce soir. Merci. Merci également à Olivier Béguet de cette intervention, de ce témoignage. Merci. Je rappelle que ce rendez-vous est capté avec la possibilité de retrouver dès vendredi sur les réseaux les différentes séquences. Merci également à Claude Baraton. Merci de votre présence. Merci aux différents intervenants. La suite se passe comme on le sait dans l'échange et la convivialité. Bonne soirée.